Monsieur le maire, mes chers collègues, monsieur le directeur, mes chers amis, parce que je connais pas mal de monde dans la salle, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous, d'abord pour parler d'un sujet qui me passionne, qui est l'intelligence artificielle, non pas vue d'un côté technologique, d'un point de vue informatique, mais d'un point de vue politique, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. On pourrait même dire que l'intelligence artificielle résume la politique au XXIe siècle, car elle est en train de modifier radicalement la façon dont la politique nationale et la politique internationale s'exercent. Et il est d'ailleurs dramatique que nos élites politiques ne s'intéressent pas à ces sujets-là. Ce n'est pas le cas de monsieur le maire qui est parmi nous ce soir, mais la plupart des hommes politiques sont les deux sabots dans les années 50 et ont une culture technologique insuffisante. Ce qui est un problème parce que la technologie va radicalement changer la société. Je suis très heureux d'être là aussi à cause de l'excellence de vos établissements et on sait à quel point vous êtes reconnus dans les différentes spécialités que vous exercez, au-delà même du traitement de l'optospongiose. Je suis toujours ému quand je reviens dans un hôpital ou une clinique. Ça fait maintenant 12 ans que je n'ai pas touché un bistouri. Ça me manque beaucoup. Je me rattrape le dimanche en découpant le gigot, mais ça ne suffit pas. Et la chirurgie me manque beaucoup, même si on ne peut pas tout faire. Alors, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle parce qu'au-delà de Doctissimo, j'ai créé une quinzaine d'entreprises en Amérique du Nord et en Europe ces 20 dernières années, dans le domaine de l'intelligence artificielle, des neurotechnologies, du traitement du cancer, du data management, et puis autour du fonctionnement du cerveau. Et plus j'ai réfléchi à l'avenir de notre société, plus je me suis convaincu que la vague technologique que nous connaissons aujourd'hui doit être régulée politiquement et que si nous ne le faisons pas, nous aurons des catastrophes parce que, je vous l'ai dit, je suis convaincu que nous sommes face à des enjeux politiques, bien plus que face à des enjeux technologiques. Alors, pour résumer ce que je vais dire en quelques mots, les robots sont en retard. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on imaginait il y a 20 ans, l'intelligence artificielle galope, mais les robots ne galopent pas. Et notamment en médecine, beaucoup de gens pensent qu'il y a des robots chirurgicaux, mais ce ne sont pas des robots chirurgicaux. Le Da Vinci n'est pas un robot, c'est une PS4, c'est un jeu vidéo. Le chirurgien reste à la manœuvre. Le robot chirurgical n'est pas un vrai robot, en ce sens que son chirurgien, il est capable d'opérer. C'est simplement un bras télémanipulateur. Et ça va continuer pendant longtemps, parce que, pour des raisons techniques complexes, en réalité, la robotique, heureusement, va lentement. Pourquoi heureusement? C'est parce qu'on va déjà avoir à gérer une vague technologique qui va impacter les cadres et les gens qui travaillent dans le tertiaire. S'il fallait en même temps reconvertir les millions de personnes qui font des travaux manuels, on ne pourrait pas gérer les deux vagues en même temps. On ne peut pas gérer la vague de l'intelligence artificielle et la vague de la robotique dans la même décennie. Si demain matin, on avait des robots qui remplacent les femmes de ménage, les gens qui font du back-office, les infirmières, les chauffeurs routiers avec le camion autonome, j'en passe et des meilleurs, nous aurions une crise sociale. Heureusement, la robotique est en retard et pas uniquement la robotique chirurgicale. Le deuxième point important, c'est que l'informatique médicale est complètement bordélique. Elle est fragmentée en des centaines de petits éditeurs de logiciels. Et ça va avoir une conséquence, c'est que les géants du numérique, que sont Google, Apple, Facebook, Amazon, les GAFA, et puis Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui sont les équivalents chinois, sont en train de rentrer dans le domaine de la santé, avec des milliards et des milliards. Google a créé une société, Calico, pour nous rendre immortels, pour euthanasier la mort, et a créé une dizaine de sociétés en tout dans le domaine de la santé, notamment dans la génétique et dans l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Mais Apple, Amazon et puis et Facebook ont aussi beaucoup investi dans le domaine de la santé. Et les géants chinois, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi aussi. Tencent est très avancé en radiologie, avec des intelligences artificielles qui écrabouillent les meilleurs radiologues de l'empire du milieu.
Alors oui, les professionnels de santé vont être bousculés, mais je ne crois pas du tout à la mort du médecin. Bien évidemment, nous sommes très près du moment où aucun radiologue ne va pouvoir analyser un scanner aussi bien que l'intelligence artificielle. Mais les radiologues ne vont pas disparaître. Ils vont changer de métier. On aura toujours besoin de gens qui vont gérer l'imagerie, même si les radiologues ne regarderont plus les scanners à l'horizon d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Ce n'est pas une disparition des professions médicales, c'est une mutation profonde, radicale, mais il restera une valeur ajoutée médicale très forte. On va avoir dans le domaine de la santé comme ailleurs un vrai problème. Le mercato des cerveaux, c'est-à-dire la bataille mondiale pour avoir des cerveaux, fait rage. Et les meilleurs spécialistes de l'IA sont capturés par les géants de l'intelligence artificielle californiens et chinois. Et notamment, nos chercheurs, nous ne pouvons plus les garder aujourd'hui. Quand vous êtes Bac+11 chercheur en intelligence artificielle au CNRS ou à l'INRIA, vous êtes à 3 000 € brut par mois. Chez Google, la grille salariale a dépassé les 100 millions par an. 100 millions de dollars, ça ne fait que 80 millions d'euros. Mais c'est beaucoup plus que l'INRIA ou le CNRS. On peut penser que c'est injuste et que les Gilets jaunes ont raison de s'opposer à de tels écarts, mais c'est la réalité. Et comme vous savez, pour aller prendre l'avion vers la Silicon Valley, il ne faut pas très longtemps. Donc on a un vrai problème dans ces technologies-là, c'est que nous n'arrivons pas à payer correctement les spécialistes qu'on s'arrache dans le monde entier. Ce qui d'ailleurs pose un problème social, qui est que l'augmentation des inégalités est de plus en plus mal vécue, parce que l'écart entre les gagnants de l'économie de l'intelligence artificielle et les perdants devient gigantesque. L'autre truc intéressant et captivant, c'est la montée en puissance de l'imaginaire et des fantasmes transhumanistes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui ne veulent non plus nous guérir, mais nous augmenter et nous rendre immortels. Alors c'est vrai que nous, docteurs, on n'a jamais cherché à vous rendre immortels. Nous sommes dans une logique de réparation, pas dans une logique d'augmentation. Pour nous, c'est bouleversant. Quand Google a créé Calico en 2013, et a annoncé la couleur. On va vous rendre immortel par étapes. Les médecins ont été profondément choqués. Nous, on ne veut pas vous rendre immortel. Oui, mais Google le veut. Et c'est un choc philosophique pour le corps médical. Ça va se faire par étapes, hein. On ne va pas être immortel demain matin. Mais vous voyez bien que cette volonté de transcender les limites traditionnelles et de fabriquer un homme démiurge ne sont pas au programme de la faculté de médecine. Autre problème, mais qui ne concerne pas des établissements d'excellence comme le vôtre, c'est que les mauvais vont sortir du jeu. Les mauvais professionnels de santé vont être marginalisés dans les années, les décennies qui viennent. Le point fondamental, finalement, à l'échelle individuelle, c'est comment on va se rendre complémentaire de l'intelligence artificielle et non pas substitué par l'intelligence artificielle. Il faut qu'on défende notre place dans la société. Dans cette salle, je ne vois aucune intelligence artificielle, je ne vois que des intelligences biologiques. Et notre problème, ce n'est pas d'assurer la prise de contrôle par les robots et les automates sur l'humanité. Notre problème, c'est de rester les maîtres du jeu. Ce qui suppose de trouver notre place. Quand on est radiologue, il va falloir faire évoluer son métier à partir du moment où on ne peut plus lutter contre l'intelligence artificielle sur l'analyse d'un cliché. Et je n'ai aucun doute sur le fait que les radiologues vont trouver les moyens de faire évoluer leur profession. En revanche, il y a des métiers sur lesquels c'est plus problématique. Bengio, l'un des 3 meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, a dit, il n'y a pas longtemps, ce qui n'était pas politiquement correct, mais qui est réaliste, il ne serait pas honnête de faire croire aux chauffeurs routiers, quand ils vont être remplacés par les camions conduits par intelligence artificielle, qu'ils vont devenir data scientists ou informaticiens. Ce serait une idée bienveillante et politiquement correcte, mais ce serait un mensonge. Et on a effectivement une difficulté, une injustice entre les gens habitués à apprendre beaucoup de choses nouvelles et qui sont très mobiles et qui vont s'adapter à cette intelligence artificielle qui galope, et puis des gens qui ont plus de mal à apprendre et qui vont se reconvertir plus difficilement. Et effectivement, les chauffeurs routiers ne vont pas devenir généticiens ou astrophysiciens avec un stage de 15 jours quand le camion va se conduire tout seul. La place du neurone
Et la place de l'intelligence artificielle, la place du transistor, la place du neurone va être l'enjeu du XXIe siècle, avec des ramifications politiques, géopolitiques, philosophiques absolument considérables. Homo Deus, l'homme-dieu, pour reprendre l'expression d'Harari, arrive. Et de gérer notre pouvoir illimité sur la vie, par étapes, est quelque chose de vertigineux. Nous ne nous sommes jamais projetés comme homme-dieu. Nous n'avions d'ailleurs jamais imaginé d'être immortels. Voilà que les géants de l'intelligence artificielle nous jettent dans ce futur qui est profondément angoissant et qui crée un ensemble de révolutions absolument incroyables. Révolution économique d'abord. L'intelligence artificielle va complètement changer l'économie mondiale. Elle a d'ailleurs commencé. Les entreprises les plus puissantes et les plus chères du monde, ce sont les boîtes qui font de l'intelligence artificielle. Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi dont je parlais tout à l'heure. Bouleversement géopolitique. Apparition de nouvelles puissances géopolitiques que sont les géants du numérique. Et en même temps, disparition de l'Europe qui est absente de l'économie de l'intelligence artificielle, même si elle est en déni complet, et création d'un duopole mondial entre la Chine qui galope plus vite que les États-Unis, mais qui n'a pas encore rattrapé les États-Unis, et puis les États-Unis. Implosion médiatique, les géants du numérique piquent tout le pognon des recettes publicitaires. Hein. Google plus Facebook, c'est 83% de la recette publicitaire en Occident. Si vous rajoutez Amazon, ça fait 86%. Tous les autres médias, TF1, les machins, se partagent des petites miettes. TF1 vaut 2 milliards en bourse. Netflix vaut 155 milliards. Changement civilisationnel. L'intelligence artificielle qui permet le déploiement des nanobiotechnologies permet de faire des choses qui modifient notre référentiel civilisationnel. Les 3 premiers bébés OGM ont été fabriqués en Chine avec une manipulation génétique qui touche le gène CCR5, qui agit sur le système immunitaire, mais qui agit aussi sur la synaptogénèse et qui, chez l'animal, augmente les capacités cognitives. Les souris chez qui on a fait la manipulation qui a été faite sur les 3 bébés chinois sont plus intelligentes et ont plus de mémoire que les souris non manipulées. En réalité, cette manipulation n'est pas une manipulation à visée immunologique, c'est une manipulation d'eugénisme intellectuel. Ce qui pose 1000 questions. Comment feront-on pour nos enfants et nos petits-enfants si les Chinois font? Est-ce qu'on fera la même chose que les Chinois ou est-ce qu'on n'acceptera que nos enfants soient les larbins, les domestiques des Chinois en 2090? Ce sont des questions à la fois philosophiques, politiques et géopolitiques. Je n'ai pas le début du commencement d'une réponse à cette question. Mais peut-être serait-il sage d'apprendre le mandarin à nos enfants dans le cas où nous ne suivrions pas la voie des Chinois. Choc philosophique. Nous sommes habitués, nous qui sommes de culture judéo-chrétienne, hein, qu'on soit athée ou croyant, on est habitués à un homme petit dans lequel la dignité, comme nous l'enseignent les évangiles, est liée à notre fragilité. Plus on est fragile, plus on est digne. L'idéologie transhumaniste nous explique qu'il vaut mieux être grand, fort, intelligent que petit, con et malade. Ce qui est un vrai choc. D'ailleurs, si le pays le plus transhumaniste au monde, c'est la Chine, avec 50% des parents qui souhaitent augmenter le QI de leur bébé par manipulation génétique, si la Chine est le pays le plus transhumaniste au monde, c'est parce qu'elle n'est pas judéo-chrétienne. On n'a pas appris aux petits Chinois qu'il valait mieux être fragile et con que grand, fort et puissant. Ce qui est profondément ancré dans notre culture. Et d'ailleurs, il n'y a que 13% des jeunes Français qui souhaitent augmenter le QI de leur bébé, contre 50, je vous le disais il y a un instant. Derrière tout ça, il y a bien sûr une mutation politique. La technologie politique est modifiée par l'intelligence artificielle. Les fake news, les bubble filters, la campagne de Trump, etc., etc. Vous voyez que globalement, on a un ensemble de chocs qui sont très profonds, avec derrière une 6e révolution
qui cette fois-ci pourrait être une vraie révolution si nous ne diminuons pas les écarts intellectuels, si nous ne diminuons pas les écarts entre les gagnants et les perdants de l'économie de l'intelligence artificielle, nous pourrions avoir une révolution, mais cette fois-ci modèle 1793. L'intelligence artificielle va nous apporter plein d'emmerdements, mais aussi plein de choses magnifiques. Regardez les fusées de SpaceX. Ce qui est sûr, c'est que ça rend le monde beaucoup plus compliqué. Et que nous sommes des enfants de cœur. Il y a quelques semaines, dans ma rubrique hebdomadaire dans l'Express, je me permettais de rappeler que le budget recherche d'Amazon, c'est 5 fois le budget de la recherche du CNRS. C'est 2 fois la totalité de la recherche publique française. Et les chiffres de 2019, c'est pire. Amazon, c'est maintenant 6 fois le CNRS. Et 2,3 fois la recherche totale française. C'est sûr que face à ces chiffres-là, nous sommes des crapauds numériques. Et qu'il va falloir qu'on se réveille. Et pas sur une base nationale. La France ne peut pas exister en matière d'intelligence artificielle. L'échelle minimum, c'est l'Europe. Et il faudrait que l'Europe fasse un effort immense pour exister entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas demain matin qu'on va créer des mastodontes comme Google, qui, je vous le rappelle, valent 1000 milliards de dollars. Pendant que nos boîtes de numérique, même les plus belles comme Thales, valent 3 cacahuètes. Et je le répète, TF1 vaut 2 milliards. C'est la plus grande entreprise de médias en Europe. La montée en puissance de la Chine en intelligence artificielle a stupéfait tout le monde. Et dans le même temps, alors qu'il faudrait qu'on se concentre sur ces enjeux technologiques, on voit qu'on a des populations qui ne suivent pas complètement. Le dernier sondage de la Fondation Jean Jaurès nous rappelait que 9% des Français pensent que la Terre est plate. Oui, vous pouvez vérifier. 33% pensent que le sida a été fabriqué en laboratoire pour tuer les Africains. On est en plein délire complotiste. À une période où il est de plus en plus difficile d'embrasser tout le savoir. Personne ne peut être Pic de l'Émirandole qui connaissait tout le savoir humain il y a 5 siècles. Mais le savoir humain, à l'époque, c'était pas grand-chose. La chimie, ça tenait sur 1 page. L'astronomie sur 2 pages. Les mathématiques un peu plus, mais pas beaucoup. Le savoir explose, il double tous les 18 mois. Comprendre le monde est de plus en plus difficile. Et on est bien loin de la prophétie de Rutherford à la fin du 19e qui disait « Il n'y a plus rien à découvrir. La science n'a plus rien à découvrir, nous avons tout découvert. » Ce qui était d'une naïveté absolument extraordinaire. Alors je me suis intéressé dans 3 de mes derniers bouquins aux conséquences de l'intelligence artificielle et des technologies sur la politique, notamment dans La mort de la mort, sur la stratégie des géants du numérique et notamment de Google pour tuer la mort et nous rendre immortels, ce qui a des conséquences politiques et philosophiques majeures, on l'a vu. Et puis dans La guerre des intelligences, et puis le dernier bouquin que j'ai écrit sur la démocratie et l'intelligence artificielle avec mon ami Jean-François Copé, que j'ai mis au boulot et à qui j'ai fait une liste de livres à lire, qui est devenu un spécialiste de l'intelligence artificielle. Au forceps, il a eu un peu de mal, mais il s'y est mis. Je me suis intéressé aux conséquences donc, sociales et politiques qui me paraissent être aujourd'hui majeures. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une continuité ou est-ce que c'est une rupture ? Alors, des révolutions technologiques, on en a eu plein. Hein. On a eu le feu, on a eu le dessin, la poterie, la roue, le papier et l'imprimerie, l'ampoule d'Edison, la radio. On en a eu plein. Ce qui est nouveau, c'est que c'est la première technologie de l'intelligence artificielle qui concurrence notre cerveau. Les autres technologies concurrençaient nos muscles, pas nos cerveaux. C'est la première fois que nous sommes challengés par une espèce d'alien intellectuel sur Terre, créé par nous. Hein. C'est la première fois. Et le fait d'avoir une technologie qui concurrence notre cerveau est troublant, parce que les technologies qui concurrençaient les muscles ne concernaient pas les élites, bien sûr. Parce que les élites ne faisaient de toute façon pas de travail manuel. Ça concernait les catégories sociales moyennes et modestes, alors que là, on a une technologie qui concurrence tout le monde, y compris potentiellement les élites intellectuelles. Jadis, le progrès technologique était très ténu, très modeste. Je vous conseille d'aller au musée d'archéologie et de l'Antiquité qui est à Saint-Germain-en-Laye,
qui a la plus belle collection mondiale, pour une raison simple, c'est que beaucoup de sites étaient le long de la Vézère en France, donc le musée de Saint-Germain-en-Laye est extraordinaire. Moi, j'ai passé très longtemps à essayer de voir la différence de taille des silex entre moins 400 000 et moins 300 000 ans, en 100 000 ans, et entre moins 300 000 et 200 000, à moins d'être un spécialiste international des silex, vous ne voyez aucune différence. En 100 000 ans, il faut un microscope pour voir la différence dans la taille. Donc, vous enseignez aux petits une technologie qui ne bougeait pas. Il n'y avait pas de rupture technologique. Il y avait un lent progrès qu'on ne voyait pas à l'étape humaine. Aujourd'hui, les logiciels changent jour après jour. Nous sommes dans une rupture radicale par rapport à la préhistoire, mais même par rapport à Louis XIV. Il vit 60 ans sous Louis XIV, ce qui était pas mal de temps. Il n'y avait pas d'évolution technologique. On faisait les carrosses de la même façon. Le ferronnier apprenait à ses enfants et ses petits-enfants la même technologie. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il nous est impossible de faire la même chose. Il faut bien que nous réfléchissions à la technologie, et choisir une orientation pour nos enfants est très difficile. Andrew Ng, qui était le fondateur de Google Brain, la première intelligence artificielle de Google, explique que l'intelligence artificielle va être présente demain partout où il y a une prise électrique. Poutine expliquait devant les cadets de l'armée russe que celui qui sera maître de l'intelligence artificielle aura bien sûr le leadership géopolitique et militaire. Lequin, français qui travaille chez Facebook, en gagnant à peu près 400 fois ce qu'il gagnerait au CNRS, et en remplissant 1 million de fois moins de paperasse que s'il était au CNRS. Monsieur le directeur du CNRS honoraire peut en témoigner, expliquait récemment que l'intelligence artificielle va être terrible parce qu'elle va montrer les limites de notre intelligence biologique. La numéro 2 de Facebook, à Davos, a fait une confession terrible. Elle a dit: on n'a pas réfléchi en créant les plateformes d'intelligence artificielle que de relier des milliards de gens entre eux, ça allait avoir des conséquences politiques, électorales et sociales. Nous avons sous-estimé l'impact de nos technologies d'intelligence artificielle. Et le patron de Google lui-même, dans le Guardian, il y a 8 mois, disait: je ne suis finalement pas sûr que l'humanité souhaite que la technologie aille à la vitesse à laquelle nous faisons croître l'intelligence artificielle. Et plus récemment, il disait nous, chez Google, nous avons été un peu naïfs de penser que l'intelligence artificielle et les technologies allaient résoudre tous les problèmes humains. Oui, on a par pensée magique sous-estimé les difficultés sociales et politiques qu'allait entraîner l'intelligence artificielle. Notre problème, il est bien là. Homo Deus est en rodage et nous n'avons aucune expérience d'Homo Deus. On ne sait pas comment on gère une société dans laquelle on va bidouiller notre cerveau, dans laquelle on va bidouiller nos bébés, faire des bébés à la carte. Nous ne le savons pas. Nous avons des peurs ou des fantasmes. Si on est bioconservateur, on va à la messe et on pleure. Si on est transhumaniste, on est enchanté et on trouve même que ça ne va pas assez vite. Moi, je connais plein de transhumanistes qui disent « ça va trop lentement, ma génération va mourir, je ne vais pas être immortel, il faudrait que la science aille plus vite ». Nous ne savons pas comment gérer ce monde un peu bizarre. C'est le danseur de Madonna, il s'est suicidé, il était un peu fou. Il ne faut pas non plus que nous fassions comme lui et que nous partions en sucette à cause d'une technologie affolante et vertigineuse. Que la technologie soit vertigineuse, c'est plutôt positif, mais derrière, il faut être capable de l'encadrer. Entre l'hubris, la folie antique et puis Némésis, la sagesse, il va falloir trouver un bon équilibre. Or aujourd'hui, ces technologies sont en train d'augmenter les inégalités, de favoriser le populisme, de concentrer la richesse, de désynchroniser complètement la rapidité technologique, le fleuve technologique avec la politique, et puis augmente les dictatures. Et notamment, les dictatures arrivent, grâce à l'intelligence artificielle, à faire des censures ultra intelligentes. Fukuyama avait dit il y a 25 ans, Internet va tuer les dictatures. Alors pas du tout, parce que grâce à l'intelligence artificielle, les dictatures peuvent
censurer sélectivement les informations politiques et laisser passer au contraire les informations concernant le business et la science. La censure politique en Chine n'a aucun impact sur le business et la technologie. L'intelligence artificielle permet aux dictatures d'être efficaces pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Le futur du bébé, entre l'utérus artificiel qui arrive et qui va d'ailleurs permettre aux gays d'avoir des enfants biologiques sans passer par la GPA. La GPA aura été une étape extrêmement limitée, quelques décennies. Les modifications génétiques, les bébés à 3 parents, et vous savez qu'on fabrique maintenant pas mal de bébés avec 2 mamans et un papa sur le plan génétique. Le premier a été fabriqué il y a 2 ans. Les Chinois ont réussi à faire fabriquer des bébés souris, et c'est transposable bientôt à l'homme, à partir de 2 mamans souris sans spermatozoïdes, uniquement avec des ovaires issus de cellules souches IPS. Alors, c'est très attendu par la communauté gay, mais ça va encore, ma copine Brigitte Bardot va faire un infarctus à la fin, la fondatrice de la Manif pour tous. Kurzweil, le vice-président de Google, nous annonce que dès 2030, on devrait pouvoir avoir des processeurs branchés sur nos neurones pour augmenter nos capacités, ce qui nous donnerait un pouvoir démiurgique. Godlike, en anglais, ça veut dire pouvoir divin, pouvoir démiurgique. Et l'homme le plus riche du monde a lancé... Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, a lancé un programme où il investit une bonne partie de sa fortune pour envoyer 1000 milliards d'humains coloniser le cosmos. 1000 milliards. Comme on n'est que 8 milliards, pour avoir 1000 milliards d'astronautes, il va falloir les fabriquer grâce notamment à l'utérus artificiel. Et vous imaginez tous les problèmes moraux et philosophiques que nous allons, nous, nos enfants, nos petits-enfants, connaître. Alors, le futur va être bouleversant, mais il ne faut pas du tout imaginer que le passé était génial. On vivait 27 ans en moyenne à Paris. Il y avait 2000 morts par l'hystériose en 1900 en France. 100% des cancers étaient mortels en 1880. L'angine était encore mortelle. Et puis, qui a été opéré de l'appendicite ici? Il y en a, forcément. Vous savez quelle est la date de la première personne sauvée par appendicectomie? Vous pensez que c'est quelle année? 1888. Jusqu'en 1888, 100% de ceux qui ont levé la main ne seraient pas là. Ça ferait moins de monde dans la salle. L'appendicectomie était mortelle jusqu'en 1888. Je parle des vrais appendicites aigus. Je dis ça pour les anapathes. Ça date de 1888 seulement. La première injection d'insuline a moins de 100 ans. Elle a été donnée à ce gamin qui, contrairement aux apparences, n'a pas 4 ans, mais 14 ans. Et qui a été la première personne sauvée par l'insulinothérapie en 22, donc il y a un tout petit peu moins de 100 ans, et que vous voyez, il était resté petit à l'âge adulte, mais il avait quand même un peu grandi. Avant l'invention du vaccin contre la polio en 1955, les gamins, on les mettait dans des poumons d'acier pour compenser la paralysie des muscles respiratoires. Donc il y avait des immenses hangars où on mettait ces poumons d'acier. Il y avait la tête qui sortait. Et vous aviez un aspirateur qui aspirait les poumons et qui faisait recracher les poumons, avec un boucan épouvantable. C'est pour ça que j'ai une haine des anti-vaccins qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai fait 5 papiers de suite où j'exprimais mon dégoût des anti-vaccins que je traite de criminels. Parce que les parents qui avaient leur gamin là-dedans ou qui mouraient en 1954, si on leur avait expliqué qu'en 2019, il y a des abrutis qui combattent le vaccin, je pense qu'ils auraient fait une attaque. Ils n'auraient même pas compris alors qu'ils priaient. Et vous savez qu'il y a encore sur Terre 3 personnes qui sont dans des poumons artificiels depuis cette époque-là, notamment Paul Alexander, américain, qui a attrapé la polio 6 mois avant le vaccin en 1954 et qui est toujours enfermé dans un poumon d'acier 64 ans plus tard. Il ne comprend même pas le débat des anti-vaccins. Et je vous rappelle qu'une maladie toute bête comme la rougeole était en train de disparaître de la surface du globe alors qu'elle faisait 2,5 millions de morts il y a encore 30 ans. Et qu'il y a encore des abrutis
qui refuse le vaccin. Il y a un mort cette semaine, la rougeole, un mort. Nous étions en train d'éradiquer la rougeole. On était passé de 2 600 000 morts sur Terre à 110 000 morts. Et le mouvement anti-vaccin, développé notamment par Michel Rivasi, qui est numéro 2 sur la liste des écologistes, des Vertes, et qui est une complotiste anti-vaccin, le mouvement anti-vaccin se développe et on voit à nouveau des épidémies en France et en Europe de maladies qui n'étaient plus mortelles, alors que jadis elles tuaient beaucoup de monde. C'est épouvantable de voir qu'il n'y a pas de limite à la connerie humaine. On devrait les envoyer dans le passé. D'ailleurs, j'ai proposé dans un papier récent qu'on emmène la numéro 2 de la liste Europe Écologie Les Verts, voir Paul Alexander dans son poumon d'acier pour essayer de la rendre moins complotiste et moins conne. Nous avons un changement de nature du capitalisme. Après le premier capitalisme, né à Venise, le capitalisme marchand, et le capitalisme industriel qui est né en 1775 en Angleterre avec la machine à vapeur, arrive le capitalisme cognitif, le capitalisme de la connaissance, du big data, de l'intelligence artificielle, de la robotique et des sciences du cerveau. L'intelligence artificielle n'est pas seule. Elle est entourée d'une révolution du cerveau. Et de plus en plus, les neurosciences et l'intelligence artificielle marchent de concert. L'intelligence artificielle est la 5e grande technologie qu'on appelle GPT, General Purpose Technology. Après la machine à vapeur, le moteur à explosion, l'électricité, le transistor. L'intelligence artificielle permet le développement des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et puis des sciences cognitives. Et notamment en ce moment, grâce à l'intelligence artificielle, on commence à mieux comprendre le cerveau, même si le cerveau n'est pas totalement décrypté. Derrière, on a 4 conséquences. La plateformisation, c'est-à-dire le développement des plateformes géantes, les GAFA, les géants de l'intelligence artificielle. L'arrivée d'une intelligence gratuite, parce que l'intelligence artificielle coûte presque rien. Donc ça pose un problème pour des humains moins intelligents que l'intelligence artificielle, aux 35 heures, et qui font grève souvent. Parce que quand vous êtes plus cher que l'intelligence artificielle, mais que vous êtes moins intelligent que l'intelligence artificielle et que vous dormez, par rapport à l'IA, vous avez vachement de mal à être compétitif. C'est très compliqué d'être compétitif. Alors quand on est plus intelligent que l'IA, on peut se débrouiller. Quand on est moins intelligent que l'IA, on va avoir des déconvenus. Des technologies qui croissent très vite, qui sont exponentielles, donc on a du mal à réguler et organiser, et puis une démurginisation. Pour la première fois, nous avons un pouvoir non plus sur la nature autour de nous, mais sur notre propre nature. Pouvoir changer nos chromosomes, nos bébés, etc., c'est bien une rentrée dans une économie démurgique. L'explosion de l'intelligence, on peut en dire quelques mots. Le premier transistor faisait 5 cm sur 3 cm sur 1 cm. Aujourd'hui, on en met 20 milliards sur un seul microprocesseur. Sur la largeur d'un cheveu, on peut mettre 15 000 transistors qui font 7 milliardièmes de mètre chacun. Le coût du mégaoctet, il était divisé par 2000 milliards depuis 1956. Et vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous faites sur votre téléphone portable une seule requête Google, et on en fait en moyenne 100 par jour, vous consommez plus de puissance informatique que la NASA en a produit pendant tout le programme Apollo, sur Terre et dans l'espace. Quand vous faites une requête Google, Google regarde dans les 2000 milliards de pages du web s'il retrouve les expressions que vous avez exprimées. Et donc il faut scroller 2000 milliards de pages. Et bien ça représente plus de puissance informatique que tout le programme Apollo. Dans une journée, chacun d'entre nous, sauf les technophobes, consomme, rien qu'en requête Google, plus de 100 fois le programme Apollo. En 1961, si on avait voulu avoir la puissance du tout dernier iPhone, le tout dernier, celui qui est sorti il y a 3 mois, ça aurait coûté 153 000 milliards de dollars et ça aurait été plus grand que la région Occitanie, comme data center. Il aurait fallu des millions d'ordinateurs géants. Donc, nous avons une révolution des technologies informatiques.
Et en 1989, il s'est passé un truc incroyable. Il s'est passé deux événements, un qu'on a vu et un qu'on n'a pas vu. Le premier, c'est la chute du mur. Ça, tout le monde l'a vu. Puis un truc qu'on n'a pas vu, c'est l'émergence du web. À la chute du mur, les philosophes et géopoliticiens comme Fukuyama ont dit c'est la fin de l'histoire. C'est pas seulement la fin de la guerre froide, c'est la fin de l'histoire parce que le modèle occidental a gagné et il explique dans son bouquin que la Chine est nulle, que technologiquement elle n'existera jamais et que l'Occident est maître du monde pour le prochain million d'années. C'est la fin de l'histoire et d'ailleurs la conclusion de Fukuyama c'est qu'on va terriblement s'ennuyer parce qu'il ne va plus rien se passer. Plus de guerre économique, plus rien. Comme vous savez, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et au même moment, l'inventeur du web, au CERN, Tim Berners-Lee, dit c'est la démocratie universelle, il n'y aura plus de dictature, les écarts de revenus vont s'effondrer parce que le web va diminuer les écarts, tout le monde va avoir les mêmes résultats scolaires, il n'y aura plus d'inégalité à l'école, tout le monde pourra être ingénieur, etc., etc. Comme vous savez, dans les deux cas, c'était une utopie bisounours terrifiante. Et on voit bien qu'on vit aujourd'hui la contre-révolution numérique, c'est-à-dire que le numérique favorise la dictature, augmente les écarts, concentre la richesse et a des conséquences politiques qui ne sont pas du tout celles que l'on imaginait. On attendait un monde où il n'y aurait que des gentils Bill Clinton. Je parle de son comportement politique en dehors de son comportement avec les stagiaires. Et on se retrouve avec une guerre des géants entre la Chine et les États-Unis. Et The Economist fait très souvent sa couverture sur la bataille de l'intelligence artificielle. Et ni sur la couverture, ni à l'intérieur du magazine, on n'entend parler de l'Europe. L'Europe est absente. L'Europe qui n'a pas de volonté de puissance, sur le plan militaire ni sur le plan technologique, et qui est remplie de gens bisounours sympathiques mais qui sont des couilles molles, n'a aucune ambition en matière d'intelligence artificielle et il va bien falloir que ça la change. En réalité, les GAFA et les BATX sont les corsaires des États-Unis et de la Chine. Le gouvernement chinois promeut ces géants de l'intelligence artificielle. Et on a découvert il n'y a pas très longtemps que Alibaba, le patron fondateur propriétaire d'Alibaba, est en fait un membre très influent du Parti communiste chinois. Et les autres patrons des géants de l'intelligence artificielle chinois sont aussi très proches de l'intelligence artificielle. Et l'affaire Snowden nous a montré qu'entre la NSA, les services de renseignement, l'armée et les géants de l'intelligence artificielle américains, il y a aussi des liens extrêmement étroits. D'ailleurs, Amazon ne s'en est pas caché. Amazon aide par son intelligence artificielle l'armée américaine. Et dans le Financial Times, il y a 3 mois, Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, a dit « Si nous, Amazon, nous n'aidons pas par notre intelligence artificielle le gouvernement américain et l'armée américaine, c'en est fini de ce pays. » Donc on a des liens militaires et économiques et politiques très étroits entre les géants de l'intelligence artificielle et leurs pays respectifs. En réalité, ce ne sont pas des pirates, les géants de l'intelligence artificielle, ce sont des corsaires, comme était Surcouf, qui travaillait pour le roi de France et pour Napoléon, et qui n'était pas un indépendant, un pirate indépendant, c'était en fait quelqu'un qui travaillait au service de son pays. La révolution numérique, elle est en train de faire le contraire de ce qu'on pensait qu'elle allait faire. Donc on imaginait la paix universelle, le bonheur, une information de qualité disponible partout. Nous avons quelques disconvenus. La première, c'est qu'on a un tsunami technologique que nous n'arrivons pas bien à réguler, qui va trop vite pour la société, comme le patron de Google, je vous l'ai montré tout à l'heure, l'explique. On a l'apparition de nouveaux risques, notamment des risques politiques, à cause des écarts incroyables que l'intelligence artificielle est en train de créer entre les winners et les losers. On a une segmentation par grandes plaques géopolitiques, alors qu'on imaginait la paix universelle mondiale. Huntington avait raison contre Fukuyama. On a une séparation du web entre le web chinois et puis le web occidental, ce qu'on appelle le splinternet. Et puis on a la démocratie challengée. Les dictatures croissent plus vite, et il y en a de plus en plus.
on est exactement à front renversé par rapport à ce qu'on imaginait à la fin du mur. Et il ne vous a pas échappé que le régime chinois, Black Mirror à côté, c'est de la bibine. Vous avez tous vu le passeport social chinois, donc l'intelligence artificielle suit le 1,3 milliard de Chinois, notamment grâce aux 500 millions de caméras qui reconnaissent les visages par intelligence artificielle. Quand vous traversez mal la rue, vous avez moins un point. Quand sur WeChat, qui est le WhatsApp chinois, vous dites un mot contre le président chinois, vous avez moins un point, quand, etc., etc. Puis à la fin, quand vous êtes puni. Et notamment, il y a déjà 10 millions de Chinois qui ne peuvent plus prendre le train et l'avion parce que l'intelligence artificielle leur a retiré trop de points. C'est encore mieux que Black Mirror. D'autre part, nous sommes très transparents face à l'intelligence artificielle. Et là encore, The Economist s'est inquiété récemment, et on a fait sa couverture du fait que l'intelligence artificielle arrive à voir plein de choses sur nous. The Economist, notamment, s'alarmait du fait que l'intelligence artificielle, c'est pour ça que sa couverture était nulle part pour se cacher, arrive à déterminer notre sexualité sur une photo de face de nous, avec une bonne précision, ce qui, bien évidemment, au pays du mariage gay, ici, ne pose aucun problème, mais qui, dans les pays où l'homosexualité est punie de mort, comme le Pakistan ou l'Égypte, est plus problématique. Et puis, l'intelligence artificielle arrive à déterminer notre quotient intellectuel. Ça, c'est encore plus troublant, avec une assez bonne précision, sur une photo de nous. Nous sommes transparents face à l'intelligence artificielle et notre cerveau lui-même est transparent. Autre surprise, on pensait que les rouages économiques et politiques allaient bien s'enclencher. Or, on a aujourd'hui un décalage entre le rythme de la technologie puis le rythme de la politique, et plus grave, le rythme de l'école qui n'arrive pas à suivre. Par ailleurs, on a une grande bataille entre les géants du numérique, un Game of Thrones des GAFA, des géants de l'intelligence artificielle, et des BATX. Enfin, on imaginait que les gens en bas de l'échelle, les ouvriers, les gens qui font des tâches manuelles de base, allaient être les plus impactés par la technologie. Or, comme les robots ne progressent pas vite, en réalité, les ouvriers ne sont pas touchés. Ceux qui sont touchés, ce sont les petites classes moyennes dans le secteur du tertiaire, qui, eux, sont concurrençables par l'intelligence artificielle. Même si la crise des Gilets jaunes, par exemple, n'est pas uniquement liée à l'intelligence artificielle, mais les gens qui souffrent le plus, ce sont les Gilets jaunes, ce ne sont pas les ouvriers. Et là encore, c'est une surprise. Enfin, deux dernières surprises. Ces technologies étaient censées réduire les écarts, elles les augmentent, et elles étaient censées décentraliser la richesse. En réalité, la richesse se concentre sur quelques zones, quelques pays, quelques entreprises dans le monde. Cette énorme concentration est à l'origine de frustration pour les individus, les entreprises, les métropoles et les pays. Stiglitz, le prix Nobel, s'en est beaucoup alarmé récemment, et même le Financial Times, qui n'est pas un repère de marxiste, s'est posé la question de savoir s'il était raisonnable que chez Google, un spécialiste d'intelligence artificielle puisse dépasser les 100 millions par an. On l'a vu, c'est 100 millions de dollars, donc ça fait que 80 millions en euros, mais ça fait quand même de l'argent. Et ça peut générer quelques frustrations. Donc on a le siècle d'or des innovateurs, mais on a, avec une concentration très très forte de la richesse, des cerveaux dans quelques zones privilégiées, et puis on a des malheureux. Quoi qu'on pense, et ce n'est pas une opinion politique, et j'ai fait cette slide avant de savoir que M. le maire était là, et mon propos n'est pas manichéen et politicien, on voit arriver une rancœur populaire forte qu'on voit avec le Brexit, la montée des populismes, ou ce qu'on appelle populisme dans la presse de gauche, le Trumpisme, qui est la conséquence du fait que cette crise sociale ne trouve pas de débouché et que l'augmentation des inégalités est terrible. Par ailleurs, à l'échelle des pays, ce qu'on voit à l'échelle individuelle, on le voit aussi à l'échelle des pays. Plein de gens au Maroc qui m'ont appelé après ce papier il y a quelques mois, mais qui ont dit c'est pas possible. Tu as fait une erreur, notamment le patron de la bourse de Casablanca qui m'a dit mais non, c'est pas possible. Tout le monde est allé rechercher les chiffres, oui. Il y a 39 ans, le Maroc était 5 fois plus riche que la Chine. La Chine a massivement investi dans l'informatique,
dans le big data et l'intelligence artificielle, elle est devenue ce que vous savez. Et le Maroc est resté ce que vous savez. Les écarts deviennent énormes à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. En 2012, on a découvert une forme particulière, redécouvert une forme particulière d'intelligence artificielle qu'on appelle le deep learning. Et l'intelligence artificielle, ce n'est pas un programme informatique, on ne le code pas, il s'éduque à partir de montagnes de données. Or, justement, les montagnes de données, ce sont les géants du numérique qui les ont grâce à toutes les informations qu'on met sur nos téléphones portables. Nous sommes les idiots utiles des géants de l'intelligence artificielle. Et notre problème politique, c'est de savoir comment on va gouverner, organiser, comprendre l'intelligence artificielle, comment on va gérer les relations entre l'intelligence artificielle et nous-mêmes, en sachant que, contrairement à ce qu'on raconte parfois, l'intelligence artificielle va rester une black box. Il n'est pas possible d'auditer une intelligence artificielle. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, en réalité, on n'est pas dans un dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des choses que l'intelligence artificielle ne fait pas. On est dans la complémentarité. Les gens intelligents sont complémentaires de l'intelligence artificielle. Les gens moins doués sont substituables par l'intelligence artificielle. Et la crise sociale ne fait que commencer. Car former les gens est long, développer une nouvelle intelligence artificielle se fait très vite. Et aux États-Unis, beaucoup de spécialistes, notamment Stiglitz dans un congrès récent à Washington, ont posé la question, qu'est-ce qu'on va faire des 5 millions de camionneurs américains quand les camions vont se conduire tout seuls grâce à l'intelligence artificielle? Et je reviens à ce que disait Bengio, dont je vous ai parlé en début d'intervention. Nous n'avons pas la réponse. Et de mettre tout le monde au revenu universel en attendant qu'il meure n'est pas une solution. L'intelligence artificielle ne va pas nous dépasser tous pour une raison simple. Cette oreillette déconne vraiment. Pour une raison simple, c'est que, en réalité, ce qu'on appelle intelligence, ça n'est pas que l'intelligence. L'intelligence, relier les choses entre elles, l'intelligence artificielle le fait aussi bien que nous. Mais l'intelligence artificielle ne fait que ça. Il lui manque 3 dimensions que notre intelligence à nous a. L'autonomie, la conscience et la sensibilité. Une intelligence artificielle qui fait de la cancérologie, elle ne va pas se mettre à conduire une voiture l'après-midi. Elle ne décide pas ce qu'elle fait. Elle n'est pas autonome. Nous, nous sommes autonomes. Elle n'a pas de conscience d'elle-même. L'intelligence artificielle ne sait pas qu'elle existe pour l'instant et sans doute encore pour 2 à 3 décennies au minimum. Puis elle n'a pas de sensibilité. Elle n'a pas d'hormones, elle n'a pas de libido, elle ne bouffe pas, elle n'a pas d'émotion. Elle n'est pas reliée à un corps physique. Elle ne baisse pas, elle ne mange pas. Et ça crée une structure d'intelligence beaucoup plus froide, très différente que notre intelligence à nous. Mais on voit des convergences, notamment Tsao en Californie a récemment montré que l'organisation de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des images ressemble énormément à l'organisation de notre cerveau, des neurones responsables de la vision dans notre cerveau. Le futur de l'intelligence artificielle, il est très incertain. Dans ce livre remarquable, Martin Ford, qui est un futurologue à Londres, a demandé l'avis des 25 meilleurs spécialistes mondiaux en intelligence artificielle. Il leur a posé la question, quand est-ce que l'intelligence artificielle peut nous dépasser et éventuellement nous zigouiller? Vous prenez les 25 meilleurs spécialistes au monde, les réponses vont de 2029, pour le plus optimiste, enfin non, le plus pessimiste, à 2199. Vous voyez l'écart entre experts d'appréciation du moment où l'intelligence artificielle va nous dépasser. C'est énorme. Nous sommes dans le brouillard. Alors nous avons une vraie géopolitique des intelligences. Et il y a 2 royaumes. Quand il y a beaucoup de données, quand on fait de l'analyse de patterns, par exemple analyser un scanner, l'intelligence artificielle est vraiment très supérieure à nous. En revanche, pour analyser des problèmes complexes, transversaux, quand il n'y a pas beaucoup de data, nous sommes très supérieurs à l'intelligence artificielle et elle ne fait aucun progrès. C'est la raison pour laquelle, contrairement à toutes les conneries qu'on vous raconte dans la presse, il ne faut pas aller dans des secteurs où il y a beaucoup de données. Quand il y a beaucoup de données dans un secteur, l'intelligence artificielle va vous baiser.
En revanche, quand il n'y a pas beaucoup de data, l'intelligence artificielle est nulle, et elle est nulle durablement, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Donc si vous ne voulez pas être emmerdé par l'IA, vous allez dans des secteurs où il n'y a pas de data. Là où il y a plein de data, comme la radiologie, l'IA va vous faire chier. C'est le contraire de ce que tout le monde pense. Il faut justement aller là où il n'y a pas beaucoup de data, parce que c'est là où l'IA est mauvaise. Or, il est complètement con d'aller dans des secteurs où l'IA va forcément nous dépasser. C'est contre-intuitif. C'est le contraire de ce que tout le monde propose. Moi, mes enfants, je les envoie dans des secteurs où il y a zéro data, pour qu'ils ne soient pas emmerdés. Les chèvres, vous les mettez dans des enclos où il n'y a pas de loups. Et bien avec nos enfants, il faut faire pareil. Il faut les envoyer là où l'IA n'est pas bonne et va rester pas bonne. Donc il faut fuir le big data. Ce qui est révolutionnaire économiquement dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est bête. Elle a besoin de beaucoup plus de données que nous pour analyser une situation. Le cerveau humain, c'est, comme les cerveaux animaux, c'est construit sur la possibilité de voir le monde à partir de peu de données. Pour qu'une IA reconnaisse une image, il lui faut des milliards et des milliards et des milliards d'informations. Imaginez ce qui serait arrivé de nos ancêtres, il y a 35 000 ans en sortant de la caverne, au bord de la Vézère, s'ils avaient eu besoin de milliards d'informations pour deviner qu'il y avait un tigre derrière l'arbre. Nous ne serions pas là, ils auraient été bouffés. Nos ancêtres, ils savaient, à un bruissement de feuilles, deviner qu'il y avait un prédateur en sortant de la... Et c'est pour ça qu'on est là. Nous nous sommes construits, notre cerveau s'est construit de façon darwinienne sur la capacité à comprendre le monde à partir de 4 données. Et c'est le contraire de l'IA. L'IA, elle ne peut pas faire ça, elle a besoin de beaucoup de données. C'est d'ailleurs ce qui donne la toute-puissance révolutionnaire des géants du numérique, parce qu'il n'y a que les géants du numérique qui ont plein de data. L'Europe, là-dedans, comme on le disait tout à l'heure, c'est le castrat. Il n'y a aucune entreprise d'intelligence artificielle en Europe. Aucune. Alors, quelques scénarios, il me reste combien de minutes? Non, on va pas. Dites pas ça, il me reste encore 300 slides. Ah ben non, j'ai déjà dépassé. J'avais promis de ne pas dépasser. Alors, je vais aller plus vite. Quelques scénarios. Il y a le scénario hollywoodien, ce qu'on appelle le scénario singulariste. Cet homme, qui fait la une de tous les médias mondiaux, mais que vous ne connaissez pas parce qu'on n'en parle pas chez nous, on ne s'intéresse pas à la technologie chez nous, Son, qui a racheté les robots de Boston Dynamics, que possède Google, est en train d'investir 2 fois 100 milliards pour fabriquer des robots ayant 10 000 de quotient intellectuel. Donc il a racheté les robots de Boston Dynamics, c'est ceux qu'on voit dans les vidéos YouTube absolument extraordinaires, et il veut les doter d'une intelligence très très supérieure à l'homme d'ici 2038. Alors l'homme le plus intelligent qui a existé sur Terre avait 230 de QI, c'était Leibniz. En moyenne, les Français en 98. Et lui, il veut faire des robots à 10 000 de QI. Alors, ce qui pose 2 problèmes. Alors, c'est peut-être pas réaliste, mais si c'est réaliste, il faut peut-être l'interdire. Il n'est pas certain qu'on ait intérêt à fabriquer des robots beaucoup plus intelligents que nous, parce que derrière, on pourrait craindre d'avoir un scénario à la Ex Machina. Vous avez tous vu Ex Machina, j'imagine. Qui n'a pas vu Ex Machina? Vous exagérez. Hein. Vous le téléchargez ce soir sur Netflix. Et Ex Machina est un film extraordinaire qui montre ce que pourrait être une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée de conscience artificielle. Donc lui, il représente le patron de Facebook ou de Google. Elle, c'est le robot doté d'intelligence artificielle. Et lui, c'est le petit informaticien. C'est un informaticien puceau, comme beaucoup d'informaticiens, qui a peur des filles. Il n'a jamais couché avec une fille. Et alors, elle lui fait croire qu'elle est amoureuse et elle tue tout le monde. Et elle se sert de lui pour sortir de la prison dans laquelle le patron de Google ou de Facebook, on ne sait pas très bien qui est représenté, l'a enfermé. Ce film est extraordinaire parce qu'il montre le chemin potentiel pour une IA bête de devenir une IA intelligente. Moi, je ne crois pas à l'apparition d'ici 2050 d'intelligence artificielle forte. Hein.
Mais il y a des gens qui pensent que c'est possible. Un éminent mathématicien de l'EPFL à Lausanne a fait un papier dans Le Monde disant qu'on ne peut pas exclure qu'en 2025, l'intelligence artificielle nous dépasse. Après, quelques mots des scénarios apocalyptiques. Alors le scénario, le marronnier, la fin du travail, hein. Deux empereurs romains avaient interdit les outils de levage parce qu'ils avaient peur de faire du chômage à Rome. Il y a 2000 ans. Donc vous voyez, la peur du chômage par la machine est quelque chose de très ancien. Et en 1964, plusieurs prix Nobel américains avaient fait une lettre au président en disant il faut interdire les ordinateurs parce qu'ils vont mettre tous les Américains au chômage. Je ne crois pas, moi, ce que dit Bill Gates, hein, qui a annoncé il y a 3 ans qu'en 2035, il n'y aurait plus d'infirmières parce que l'intelligence artificielle les aura remplacées. Je n'y crois pas une seconde. Et c'est heureux pour les gens qui travaillent dans cet établissement. En revanche, on va manquer de beaucoup d'emplois qualifiés. On estime que vers 2035, il manquera 85 millions de gens ultra qualifiés. Des ingénieurs de haut vol, des techniciens, des savants, etc., etc., des managers multidisciplinaires. Parce que vous l'avez bien compris, l'intelligence artificielle n'est pas autonome, elle a besoin d'intelligence humaine pour l'encadrer. Et elle nécessite de plus en plus d'humains à très grande capacité intellectuelle. Et ça crée d'ailleurs une injustice sur le marché du travail, dont on parlait tout à l'heure, une explosion des salaires des gens les mieux formés, qui valent de plus en plus cher, et puis une baisse de la valeur horaire des gilets jaunes, hélas. Alors, moi je fais partie des optimistes. Il y avait 29 000 porteurs d'eau à Paris intramuros en 1793, c'était l'une des premières professions à Paris. Ils ont disparu quand l'eau courante est arrivée à la fin du 19e. Et comme toujours, on a vu la disparition des métiers comme les lavandières, les maréchaux ferrants, etc. Mais au moment où ces emplois disparaissaient, on n'imaginait pas les emplois du futur. Quand les maréchaux ferrants ont disparu, qui imaginait qu'il y aurait des constructeurs automobiles, qu'il y aurait des fabricants de cœurs artificiels, de microprocesseurs, des youtubeurs comme Cyprien, que nos enfants et petits-enfants connaissent par cœur, ou des conducteurs d'avions. C'est toujours la même chose. On voit très bien les millions d'emplois que l'intelligence artificielle va supprimer. On ne voit pas encore les emplois qu'elle va créer. Il y a un scénario plus préoccupant. C'est un scénario d'apartheid. C'est-à-dire qu'effectivement, Harari, dans Homo Deus et raison, nous allons vers un monde où il y a d'un côté des dieux qui comprennent l'intelligence artificielle et des inutiles qui ne comprennent pas l'intelligence artificielle et qu'on mettrait au revenu universel jusqu'à leur mort. D'ailleurs, le New York Times a suivi Harari dans la Silicon Valley récemment et Harari a posé une question horrible. Il a dit jadis, les élites avaient besoin des gens mal formés, mais avec l'intelligence artificielle et la robotique, ils n'en auront plus besoin. Et il a dit, est-ce que les élites intellectuelles résisteront à l'envie de tirer sur les inutiles, ce qu'il appelle les inutiles? Puisque maintenant, les élites intellectuelles n'ont plus besoin, grâce à l'intelligence artificielle, des gens moins bien formés. Si nous voulons éviter des scénarios complètement dystopiques et insupportables et qui sont des cauchemars politiques, il va bien falloir réduire les écarts de capacité pour sauver la démocratie. Éviter Gods on Useless suppose qu'à côté de l'industrialisation de l'intelligence artificielle, on démocratise l'intelligence biologique. Or, ça n'est pas le cas. Les inégalités intellectuelles sont très importantes, ce qui pourrait déboucher sur de la violence politique, comme on l'a connu, parce qu'un monde à la Elysium est un monde qui serait dégueulasse moralement, mais surtout politiquement extrêmement insensible. Et j'ai beaucoup écrit sur les gilets jaunes récemment, dans plusieurs journaux. Je suis persuadé que l'intelligence artificielle va générer des millions de gilets jaunes si l'on n'y prend pas garde. Et le mépris, ça c'est le dessinateur du monde, hein, Gors, le mépris des élites intellectuelles pour le peuple et les gilets jaunes n'est pas une réponse et est inacceptable. Ce dessin est très drôle, mais il est profondément dégueulasse. Et le problème, c'est pas de se moquer des petites gens, de ce qu'on appelle les petits blancs en sociologie. C'est d'aider à ce que tout le monde soit demain complémentaire de l'intelligence artificielle, et ce ne sera pas facile. Autre scénario, c'est le scénario ludite, c'est-à-dire où Stigler propose qu'on interdise l'intelligence artificielle, le prix Nobel d'économie. Dans le passé, on a vu comme Captain Lod, qui détruisait les machines à tisser
en Angleterre entre 1780 et 1820, et sa tête était mise à prise, des gens qui voulaient arrêter la technologie, comme les canuts de Lyon ont été massacrés quand ils abîmaient les métiers à tisser. Et vous savez que ça a donné deux expressions, une expression de cuisine, parce que beaucoup avaient été blessés à la tête, et donc il y avait leur cervelle dans le caniveau à Lyon, et ça a donné la cervelle des canuts, qui est une spécialité lyonnaise. Ah, c'est l'origine, hein. Vous pouvez vérifier. Et le deuxième mot que ça a donné dans la langue française, eh ben, c'est sabotage. Parce qu'ils en avaient marre de prendre les machines et de les jeter dans la Saône. Et donc il y en a un qui a eu l'idée de prendre son sabot et de le jeter dans les mécanismes des machines à tisser, inventant par là le sabotage, qui est devenu un mot utilisé dans beaucoup de langues, y compris en anglais. La technologie peut parfois reculer. Le pont du Gard était extraordinaire, et il y avait dans la Gaule de l'Empire romain de l'eau courante. Lyon avait 5 magnifiques aqueducs et tout le monde avait de l'eau propre et courante. Les barbares ont cassé tous les aqueducs. Il a fallu attendre 1900 pour avoir de l'eau courante propre généralisée à Lyon. Pendant 1500 ans, on avait de l'eau du fleuve dégueulasse où on mélangeait la boisson et les latrines. Pouvons-nous avoir la même chose, avoir des ludites anti-intelligence artificielle, certains bioconservateurs plutôt croyants sont plutôt favorables, mais on a aussi les mélanchonistes, dont une partie des mélanchonistes sont anti-technologie. Après, on a le scénario techno-optimiste, qui a des conséquences pour vous. C'est la mort des limites. C'est le scénario dans lequel les transhumanistes de chez Google, de chez Facebook, de chez Amazon, Elon Musk, réussissent leur pari à transformer l'homme par la technologie. La mort de la mort, on en a parlé chez Google, faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire chez Amazon et chez Elon Musk, hein, qui veut envoyer assez rapidement 1 million d'êtres humains sur Mars déjà. L'announcement, l'augmentation cérébrale, et là, ce sont les projets d'Elon Musk. Hein. Elon Musk, le fabricant de Tesla, a développé une nouvelle société qui s'appelle Neuralink et qui est destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants de manière à les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle, mais aussi face aux petits Chinois. Je ne suis pas certain que je serais enchanté à ce qu'on mette des microprocesseurs dans le cerveau de mes enfants, mais est-ce qu'on pourra ne pas le faire si d'autres pays le font? Le développement du bébé à la carte, c'est-à-dire la fabrication des bébés et non plus le bébé hasard, mais le bébé que l'on choisit. Les anglo-saxons en parlent beaucoup. Le fait que Google veuille tuer la mort, Times avait même fait un papier expliquant que la mort pourrait disparaître dès 2045. Cette mort de la mort et cette modification de l'humanité par editing, hein, editing au sens anglais et pas au sens français du terme, pose beaucoup de questions philosophico, politico, religieuses. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. De passer d'une médecine de réparation, je guéris ta maladie, à une médecine d'augmentation, je te rends immortel ou je te rends plus puissant ou je mets des microprocesseurs dans le cerveau des enfants pour qu'ils soient plus intelligents, est un changement complet du paradigme médical, auquel nous ne sommes pas prêts, auquel les Chinois sont quasiment prêts, et qui pose des questions pour tout le siècle. Questions auxquelles je n'ai personnellement aucune réponse, même si je suis, étant athée, plutôt un bioprogressiste qu'un bioconservateur. Je suis plus proche de la philosophie des Lumières que de sens commun. Il y a un autre scénario qui est le scénario d'engrenage neurotech, donc qui est connexe à ce scénario-là. C'est le scénario où effectivement on se met à fabriquer de l'intelligence biologique. Donc Elon Musk, il a créé Neuralink, c'est parce qu'il pense qu'il est, hein, il l'a dit, il est nécessaire d'hybrider nos cerveaux avec l'IA pour éviter que l'IA ne nous dépasse, hein, d'où la création de Neuralink. Mais vous voyez bien que mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, c'est les docteurs qui ne vont pas le faire, ce n'est pas le charcutier.
Est-ce que c'est notre rôle de faire une médecine d'augmentation chez des enfants ou des adultes qui ne sont pas malades? Est-ce que c'est notre rôle de mettre des rétines meilleures chez l'aveugle que les rétines des non-aveugles? Pour ce qui ferait que les aveugles auraient une meilleure vision que les non-aveugles. Est-ce que c'est notre rôle? Je ne sais pas et je ne suis pas du tout persuadé que ce soit le cas. Ces sujets sont des sujets très chauds, y compris en matière de brevets. 23andMe, qui est une filiale minoritaire de Google, a déposé il y a déjà 6 ans un brevet sur la sélection des bébés, dont le principal inventeur est Anne Wojcicki, qui est la femme, la patronne de 23andMe et qui est la femme du copropriétaire de Google. Vous voyez que cette fusion entre l'éducation, la santé, les neurosciences et puis l'informatique est effectivement un changement de civilisation et qui impacte la médecine, puisque c'est la médecine qui serait le bras armé de cette nouvelle médecine transhumaniste dans l'hypothèse où elle arrive, dans l'hypothèse où politiquement on ne la bloquerait pas. Les gens de la Silicon Valley, comme vous savez, c'est Mark Zuckerberg, sont des gens un petit peu curieux, et nous ne sommes pas à la fin de nos surprises. Le patron de Netflix, dans une réunion des actionnaires, il y a quelques mois, a expliqué très candidement: notre métier futur n'est pas de vous louer des vidéos au format MP4, c'est de vous vendre dans un futur qu'on espère proche des gélules qui vous feront vivre le film, comme dans le film avec Schwarzenegger, Total Recall, où il va sur Mars virtuellement. Vous voyez les idées transhumanistes que Netflix a, et tout le monde a Netflix ici, j'imagine que plus personne n'est chez Canal+. Enfin, peut-être qu'à la campagne, il reste un petit peu, mais enfin, en tout cas, dans les grandes villes, il y a plus tout le monde à Netflix. Vous voyez que Netflix, dont nous sommes clients, a une vision complètement transhumaniste et neurotechnologique du divertissement au XXIe siècle. Le vice-président de Google, Kurt Zell, nous dit il faut être prêt pour la pensée hybride qu'on va avoir quand on va mélanger la pensée des microprocesseurs dans notre cerveau et de nos neurones. Et il a eu cette phrase épouvantable: Google connaîtra la réponse à votre question avant que vous la posiez. Évidemment, si on a des implants dans le cerveau, Google sera averti de notre pensée avant nous-mêmes. Et il avait rajouté Google vous connaîtra mieux que votre partenaire sexuel vous connaît, peut-être même mieux que vous vous connaissez vous-même. Quelques mots des scénarios de vassalisation. L'intelligence artificielle est allée plus vite qu'on l'imaginait et le copropriétaire de Google avait même dit à Davos il y a 2 ans la révolution de l'IA est allée plus vite que moi j'imaginais qu'elle puisse aller. On voit des choses étonnantes en matière d'économie de l'intelligence artificielle. Il y a quelques mois, le patron de Google a confié son exploration pétrolière. Le patron de Total a confié son exploration pétrolière à Google. Pourquoi? Tout simplement, Google est très avancé en médecine, et notamment en analyse d'images. Faire une échographie d'un bébé ou chercher un gisement pétrolier, c'est la même technologie pour l'intelligence artificielle. Dans le cas de l'échographie, vous envoyez un ultrason. Dans le cas d'une exploration pétrolière, vous faites une mini-secousse sismique et vous voyez comment revient l'onde. Exploration pétrolière et échographie et radiologie, c'est le même métier à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que demain, nous accepterons d'être soignés par Google? Quand on regarde les sondages, 58% des Français ont confiance dans les géants de l'intelligence artificielle pour gérer leur dossier médical et leur santé. Et chez les jeunes, 68%. Nos enfants sont des traîtres à nous-mêmes, docteurs, nous, professionnels de santé. Nos enfants sont prêts à nous abandonner pour les géants de l'intelligence artificielle si demain, ils s'impliquent davantage dans la santé. Il va falloir qu'on se secoue pour éviter un scénario dans lequel les géants de l'intelligence artificielle prendraient notre métier, ce que je ne souhaite pas du tout. Des fois, on ne se rend pas compte quand l'économie change. Et la meilleure année pour les maréchaux ferrants, c'est 1917. C'est là où ils étaient le plus rentables. C'est l'année où il y avait le plus de chevaux dans le monde occidental. Puis ça s'est effondré en 1918. D'ailleurs, la viande de cheval a été gratuite pendant 10 ans parce que tout le monde emmenait le cheval à l'abattoir. Et il y a eu un effondrement du prix de la viande chevaline.
Est-ce qu'on va rester une colonie numérique des GAFA? Je ne sais pas, mais on a vu combien ils dépensaient plus en recherche que nous. Les anglo-saxons se posent la question de savoir si on peut casser les géants du numérique, comme on a cassé jadis l'empire Rockefeller, hein, en plusieurs compagnies pétrolières au début du XXe siècle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus en plus d'entreprises qui se prostituent pour passer des deals avec les GAFA. Monoprix avec tel géant du numérique, il y en a qui sont allés chez Alibaba, etc. Il y en a qui bossent avec Tencent. Par exemple, Carrefour s'est allié avec Google. On voit que nos entreprises qui n'arrivent pas à faire l'intelligence artificielle vont chercher des appuis chez les géants du numérique qui ont d'immenses, immenses avantages. Alors, quelques mots de ce qui se passe en médecine. En médecine, avec l'Internet des objets et la médecine génomique, ce qu'on appelle la médecine personnalisée, on génère de plus en plus de données. Et donc, il va y avoir tellement de données qu'on ne va pas pouvoir les traiter avec notre cerveau. On va être obligé de les confier à l'intelligence artificielle. Parce qu'on va être noyé par ce tsunami de données, le datanami, on va être noyé dans la data. Et donc, l'intelligence artificielle va finir par faire une partie de ce que nous faisons, nous, professionnels de santé. Et on commence à voir les prémices d'une médecine qui serait drivée par l'intelligence artificielle. Google a montré qu'une simple radio de notre rétine pouvait remplacer un bilan cardiovasculaire complet. DeepMind qui a montré des choses extraordinaires en radiologie. Une intelligence artificielle dépiste mieux le risque suicidaire d'un malade déprimé que les meilleurs psychiatres. L'intelligence artificielle détermine mieux le jour de notre mort qu'un cardiologue. On n'a pas forcément envie de savoir, hein, c'est une autre question. Il y a 2 ans, l'intelligence artificielle de Google, c'était publié dans Science en collaboration avec Stanford, était à égalité avec les dermatologues. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devant les meilleurs dermatologues. En Chine, il y a eu ce truc absolument incroyable, un truc de télé-réalité où on a opposé les meilleurs radiologues avec 30 minutes devant eux face à une intelligence artificielle développée par des gens autour de Tencent. L'intelligence artificielle, en quelques instants, faisait mieux que les meilleurs radiologues chinois en 30 minutes, en radiologie cérébrale. Et récemment, en échographie, on a vu que l'IA a 97% de mon diagnostic contre 70 à 80 pour les radiologues. Et la dernière intelligence artificielle médicale de Google, Google Lina, a 99% de bons dépistages des micro-métastases ganglionnaires du cancer du sein quand les docteurs sont en moyenne à 62%. Vous voyez qu'on n'est pas très loin du moment où peut-être que l'ARH ou le Conseil de l'Ordre exigera qu'on demande l'avis de l'intelligence artificielle avant de poser un diagnostic. Moi, je ne suis pas pessimiste, mais certains le sont. Hinton, hein, l'un des 3, avec Bengio et Lequin, spécialiste du deep learning, a récemment fait une lettre aux doyens des facultés de médecine en Amérique du Nord en leur disant « Arrêtez de former des radiologues ». Il n'y a aucune chance qu'ils soient compétitifs face à l'intelligence artificielle. J'ai la conviction qu'ils se trompent. Moi, je ne crois pas du tout à la mort du radiologue. Je ne crois à la mort d'aucune spécialité. Je pense qu'il y a des spécialités qui vont muter plus ou moins vite. La chirurgie va muter moins vite parce qu'il y a une dimension manuelle que l'intelligence artificielle ne sait pas réaliser aujourd'hui, que la radiologie. Mais j'ai la conviction profonde que les radiologues ont le temps de réorganiser leur exercice. Kai-Fu Lee, qui est le leader mondial de l'économie de l'intelligence artificielle, lui, il a une vision qui est modérément optimiste de la médecine, et je pense qu'il faut faire mentir Kai-Fu Lee. Il a expliqué dans son dernier bouquin que le médecin ne va pas disparaître, mais va devenir un compassional caregiver, un tiers infirmier, un tiers technicien, un tiers assistant social. Donc il imagine que seul le rôle d'empathie du médecin persisterait, le rôle technique serait repris par les machines. Ce n'est pas le scénario que je privilégie, mais j'ai un biais, je suis comme vous, professionnel de santé, donc ce n'est pas un scénario qui m'enthousiasme, le fait qu'on perde la dimension technique. Un petit peu. Globalement, moi je ne suis pas du tout inquiet. Je pense qu'il faut qu'on détermine
ce qui est du domaine de l'IA et du domaine des docteurs, des professionnels de santé. Je pense effectivement qu'il va falloir être mobile, aussi mobile qu'un Bernard Lhermitte. Il va falloir qu'on fasse une transition cognitive qui est beaucoup plus importante que la transition énergétique. Il faut qu'on investisse davantage dans l'éducation, hein. J'ai proposé récemment qu'on offre un billet de train Paris-Lausanne à Édouard Philippe pour qu'il aille voir la qualité du système éducatif à Lausanne, à 12 km de la France. C'est à 12 km d'Évian, Lausanne. Mais les Suisses dépendent beaucoup d'argent. La seule école polytechnique fédérale de Lausanne a 900 millions d'euros de budget annuel, contre 150 millions pour Polytechnique en France. Et les profs sont payés 303 000 euros, alors que vous ne pouvez pas dépasser 6 000 euros par mois, 6 200 euros bruts, quand vous êtes professeur classe exceptionnelle l'année de votre retraite. Vous êtes 5 fois plus payé à Lausanne. Et en plus, vous êtes chouchouté à un point que vous n'imaginez pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir créer une société de solidarité intellectuelle et donc améliorer la formation continue des adultes, et pas seulement des médecins et des professionnels de santé. On ne veut pas d'un monde à la métropolis, mais attention, pour l'instant, on ne sait pas réduire les inégalités intellectuelles. Vous n'avez peut-être pas vu, mais on a publié très discrètement et sans s'en vanter l'évaluation du dédoublement des classes de CP, qui se traduit par un quasi-doublement de la dépense par élève. On a gagné 0,1 écart type. Pour des gamins qui sont à -3 écart type par rapport à la moyenne, c'est-à-dire qu'on n'a rien gagné. On a fait passer les gamins on a fait passer le nombre de gamins en très grande difficulté de 37 à 34%. Donc il y a 3% des gamins qui sont passés de la case très grande difficulté à la case grande difficulté. Vous imaginez bien que même quand vous passez dans la case grande difficulté, pour des gamins qui seront encore sur le marché du travail en 2070, ça ne va pas faire de vous quelqu'un de spontanément compétitif face à l'intelligence artificielle de 2067. Car vous l'imaginez bien, l'intelligence artificielle va continuer à progresser. Le monde de la santé a un boulevard devant lui. Certaines tâches vont être faites par l'IA, mais ce qui va rester au cerveau biologique va beaucoup augmenter. La complémentarité en médecine entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, elle est évidente. On peut peut-être y revenir dans les questions, si on me laisse des questions, parce que j'ai tellement dépassé mon temps de parole que je vais finir par me faire engueuler. Il faut magnifier nos différences. Nous, on est capable d'être multidisciplinaire, ce que n'est pas l'intelligence artificielle. On est capable de comprendre des complexités transversales que l'intelligence artificielle ne comprend pas. On est capable de comprendre des enchaînements et d'analyser le monde à partir de très peu de data, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, on l'a vu tout à l'heure. Et puis on voit les ruptures, alors que l'intelligence artificielle n'est nourrie que de données du passé et ne voit pas les ruptures. Et puis, je le répète, avant que la main d'un robot égale la dextérité d'une main, on est plus près de 2050. Alors finalement, il y a 4 cases pour savoir si on est menacé par l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est compliqué ce qu'on fait ou moins compliqué? On fait des tâches d'exécution. Est-ce que c'est manuel ou pas manuel? Et finalement, l'intelligence artificielle nous concurrence dans un ordre qui n'est pas celui qu'on envisageait. Ce n'est pas les métiers manuels qui sont touchés les premiers parce que les robots progressent lentement. Les métiers les plus concernés, c'est les métiers de gens qui travaillent dans le tertiaire sur des tâches répétitives, où l'intelligence artificielle nous est très supérieure. Après, ça va être les tâches intellectuelles à plus fort contenu cognitif. Mais, je le répète, les radiologues se reconvertiront, développeront de nouveaux pans d'activité que l'analyse des images. Après, il y a les activités manuelles simples, femme de ménage par exemple. Ça ne peut pas être fait tout de suite. Alors, je parle de femme de ménage en général et pas en particulier de celle-là qui a fait le métier le plus rentable depuis que l'homme existe, puisqu'elle a gagné en 10 minutes 5 millions de dollars. On parle bien sûr de l'affaire du Sofitel et de Dominique Strauss-Kahn, puisqu'elle a obtenu 5 millions de dollars de dommages pour 10 minutes de travail à peine. Donc, les métiers manuels peu créatifs, en troisième, et puis en dernier, les métiers manuels créatifs.
chef 3 macarons Michelin, comme mon ami Passard, eh ben, en 2050, l'IA ne saura toujours pas faire. Vous voyez que c'est différent de ce qu'on imaginait. Et que certains métiers qu'on imaginait protégés pour très longtemps vont muter, comme la radio, la napate. Muter, mais pas disparaître. Il va y avoir plein de nouveaux métiers. D'ailleurs, c'est quelque chose que les radiologues pourraient faire. Il va falloir réguler, organiser la police, organiser la régulation de toutes ces nouvelles technologies. Bill Gates a fait un papier un petit peu alarmiste il n'y a pas très longtemps, a dit, grâce à l'intelligence artificielle et au génie génétique, on peut fabriquer, un groupe terroriste pourrait fabriquer un virus qui pourrait faire 30 millions de morts la première année. On va surveiller, réguler les technologies d'intelligence artificielle et de génie génétique. On ne va pas laisser les gens fabriquer des virus mortels dans leur cuisine. Tout ça va employer plein de monde, des biologistes, des médecins, des professionnels de santé. Ce sont des nouveaux métiers qu'on n'imaginait pas. Et puis, il va y avoir un champ immense de l'éthique des enfants. A-t-on le droit de mettre des microprocesseurs dans le cerveau des enfants? Comment on contrôle les gens qui paramètrent les microprocesseurs du cerveau? En réalité, des métiers médicaux. Bref, nous avons du boulot, nous, professionnels de santé, pour quelques milliers d'années. Je voudrais terminer sur par rapport à ce qu'on fait de nos enfants. Nos enfants, il ne faut pas en faire des spécialistes, il ne faut surtout pas en faire des codeurs informatiques. Apprendre à coder n'est pas inutile, mais tout le monde ne deviendra pas codeur. Et personnellement, je me suis beaucoup battu récemment contre l'idée de former tous les gamins au codage informatique. Tous les gamins ne peuvent pas être codeurs informatiques. Ils peuvent mettre une photo sur Instagram, mais ils ne peuvent pas être codeurs. Je vous rappelle que 30% des enfants en France quittent l'école en étant incapables de lire et de résumer un texte simple de 5 lignes. Ce n'est pas ce qui permet d'être un développeur compétitif en Python. Donc de dire aux gamins, vous allez tous être codeurs, c'est aussi con que de dire à un gamin qui a une myopathie de Duchenne et qui est en fauteuil roulant, lève-toi, grosse feignasse, et cours. Donc le fantasme de tous codeurs est mortifère et on croit bêtement que codeur est un métier d'avenir alors qu'il ne l'est pas. Quand l'électricité est arrivée en 1895, on n'a pas mis tous nos enfants à être électriciens. L'intelligence artificielle est très importante, mais ce n'est pas une raison pour que tous nos enfants soient codeurs, surtout qu'une bonne partie du codage, du code des IA, va être automatisée. En réalité, nos enfants, il faut leur faire des humanités, de l'histoire, de la philosophie, leur donner un mode de pensée transversal, multidisciplinaire, d'en faire des geeks, d'en faire des informaticiens étroits. C'est la meilleure façon d'en faire des victimes futures de l'intelligence artificielle, car il n'y a que la multidisciplinarité et la mobilité intellectuelle qui me permettra de bouger au fur et à mesure que l'intelligence artificielle va évoluer. Nous devons, nous, en tant que professionnels de santé, pour nos enfants, aller plutôt là où il n'y a pas beaucoup de data, on l'a vu, aller là où il y a une dimension humaine forte que l'intelligence artificielle n'a pas, là où il n'y a pas des règles fixes. La comptabilité, ça va être un massacre, parce que c'est toujours les mêmes règles. C'est comme le jeu de Go. Quand les règles ne sont pas fixes, quand on n'est pas dans une logique d'échiquier où l'intelligence artificielle est nulle, vous l'avez compris. Et puis, il ne faut pas être spécialiste, il ne faut pas être en silo, où là, l'intelligence artificielle nous est supérieure. Il faut être transversal, et l'intelligence artificielle est structurellement non transversale. Elle a énormément de mal à transférer un savoir d'un secteur à l'autre. Ce qu'on appelle le transfer learning ne marche pas. Kaifouli a fait une très bonne matrice, je pourrais vous l'envoyer en PDF si ça vous intéresse, en montrant quel va être le domaine de l'humain en rouge et le domaine de l'intelligence artificielle en bleu. Quand on est sur des règles fixes où il suffit de faire de l'optimisation, l'IA va être très supérieure à l'homme. Quand en revanche, on est sur de la créativité ou de la stratégie, à partir de peu de données, le cerveau humain est supérieur. Et plus il y a besoin d'empathie et de compassion, plus le cerveau humain est maître du jeu. Quand il n'y a pas de compassion, la machine nous est supérieure. Et on voit bien les 4 cases que cela crée. Nous, humains, nous avons intérêt à être le plus là.
là où il n'y a pas beaucoup de données, où on fait de la stratégie et il faut de la compassion, on n'a pas du tout intérêt à être là où nous sommes certains d'être dévorés par l'intelligence artificielle relativement rapidement. Le futur va être vertigineux pour les docteurs, les infirmières, les professionnels de santé et l'ensemble de la société, mais il va aussi être passionnant. Et je pense que nous allons vivre une révolution de la médecine qui va être absolument extraordinaire et absolument captivante. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle en médecine. Je vous remercie.